Bienvenue sur le podcast d'Ele, le point de rencontre où experts et passionnés se retrouvent pour explorer les territoires du software asset management, du cloud et des achats IT. Prêts à devenir des maîtres en la matière? Gardez l'oreille tendue et laissez-vous guider dans cet univers fascinant. Bien, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast numéro 10 de Ele qui aujourd'hui va être consacré sur le thème de l'intelligence artificielle, de l'IA, dans les offres éditeurs, dans les contrats, avec un certain nombre d'exemples de ce qui fonctionne moins bien, et puis comment on va s'y prendre à la fin avec les éditeurs qui intègrent de l'IA à tous les étages dans leurs offres. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner, nous recevons Marie Fontaine de We Envision. Donc Marie, je te laisse te présenter. Bonjour Benoît, merci, ravie de participer à ce podcast. Moi je suis Head of AI dans le cabinet We Envision qui fait partie du groupe Sphere. Sphere qui est un pure player de la tech. Moi j'accompagne des clients sur leur transformation de data et IA depuis plus de 8 ans. J'ai vu aussi certaines évolutions arriver entre ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et ce qu'on pouvait faire il y a 8 ans. Il y a quand même eu un fossé. Aujourd'hui, on voit dans l'environnement des news tous les jours, à coup d'annonces de centaines de milliards d'investissements, de contrats, entre un nombre d'acteurs qui est un peu toujours le même. Donc on se demande un petit peu si tout ça est pas en train de circulariser finalement au sein d'un même groupe d'acteurs des investissements qui permettent d'avoir de l'argent pour acheter les produits de celui qui a investi. Quelle est ta vision, toi, un petit peu en ce moment, de comment évolue ce monde-là? C'est vrai que l'écosystème, il est composé, si on le prend, on va dire, du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau, déjà de toute la partie hardware avec tous les fournisseurs de puces, évidemment Nvidia en premier lieu, mais pas que. Il y a aussi des acteurs européens qui sont assez intéressants. Après, si on remonte d'un niveau, on va avoir les fournisseurs d'infrastructures, le cloud. On a aujourd'hui un Oracle, par exemple, qui revient sur le devant de la scène sur la partie infrastructure, qui s'est beaucoup équipé justement en puces pour GPU pour pouvoir réaliser soit de l'entraînement, soit de l'inférence. C'est le projet Stargate aussi, notamment. Oui, tout à fait. Oui, ça comprend le projet Stargate. Donc Oracle qui a vraiment réussi ce virage-là de manière assez étonnante. Ouais. Pour l'instant, en tout cas. Et ensuite, on va avoir évidemment les fournisseurs de modèles, donc qui sont un peu nos stars aujourd'hui. Un OpenAI qui attire énormément d'investissements. À l'échelle européenne, un Mistral a fait une très grosse levée aussi en septembre, je crois. Oui, avec ASML notamment. Exactement, oui, tout à fait. Bon, on parlait des acteurs européens sur les puces, donc ASML en est un. Et puis après, on a la surcouche encore au-dessus, je dirais plutôt d'usage à destination des métiers. Donc c'est là qu'on va retrouver aussi là où les éditeurs vont se positionner et essayer de monétiser des nouveaux services par l'IA, ou alors on va avoir des pure players, des startups qui vont se positionner sur une verticale très particulière. Donc évidemment, cet écosystème-là, il est en train de bouillir. Ça fait je pense 3 ans que tous les investisseurs, ou en tout cas que les investissements sont vraiment drivés par est-ce que l'acteur mentionne le fait qu'il fait de l'IA ou non dans son produit, dans sa stratégie. Donc forcément, ça a attiré des gros investissements. Les flux financiers actuels sont monumentaux, et c'est vrai que concrètement, je pense qu'on peut parler de bulle sans trop, sans vraiment. C'est ce que tout le monde partage en tout cas, en regardant de façon externe le marché. Après, ce qui est certain, c'est que le jour où peut-être les valorisations seront un peu plus réalistes par rapport aux gains réels et à la valeur réelle, il restera quand même des acteurs dans l'arène. La question à se poser, c'est qui sera un peu l'Amazon de l'IA. Quand on a eu la bulle Internet, voilà, on a eu des acteurs Amazon qui est resté. Qui sera l'acteur, ou quels seront les acteurs qui resteront? Moi, j'ai un peu de mal à croire qu'un OpenAI ne va pas résister, mais on verra voilà, j'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, toutes ces valorisations très importantes, elles sont basées sur une promesse qui va être le fait que demain, tout le monde va utiliser de l'IA à tous les étages, à titre personnel, à titre professionnel,
sur de la bureautique, dans les processus métiers, pourquoi pas, aujourd'hui. Et c'est cette promesse-là, en tout cas, de demain qui fait les valorisations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, de ce que toi, tu vois dans le cadre de ton métier chez WinVision, euh, est-ce que tu sens que les promesses sont tenues? Est-ce que les promesses de gains, les promesses de meilleure performance ou de précision, est-ce que quand tu implémentes des projets d'IA chez des clients, tu monitores à la fin que ces promesses-là initiales, elles sont bien tenues à la fin? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est, je pense, une rigueur qu'on doit avoir dans notre métier. Je pense à un chiffre qui est sorti dans la presse aussi il y a quelques temps, peu de temps, qui disait que 95% des pilotes projets IA échouent dans les entreprises. C'est un chiffre qui a été sorti par une étude du MIT. C'est effrayant, évidemment. On se dit, mais dans ces cas-là, dans quelles conditions je peux me lancer moi dans mon entreprise? Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y a quand même 5% qui sont plutôt des succès, qui fonctionnent. Et qu'en fait, les 95% d'entreprises qui considèrent aujourd'hui ne pas avoir atteint les gains espérés ou généré le succès attendu, bah, apprennent aussi à mettre en place ces technologies. Ça se fait pas de manière innée, naturelle. Il y a un apprentissage, une courbe d'apprentissage dans laquelle on est en train en fait d'arriver au niveau de l'entreprise. Sur les cas d'usage qui vont amener plus ou moins de valeur, clairement, tant qu'on est sur un usage très, je dirais, assistant, dans le sens, je pose une question, il me répond et moi, ça va me permettre de me faciliter une partie de ma tâche, de m'accélérer sur des processus assez génériques et simples. Euh, je pense que c'est un must-have aujourd'hui en entreprise. Néanmoins, très difficile de calculer le gain concret parce qu'on a un gain à l'échelle de l'individu qui est réel, qui va peut-être se mesurer en sur ma journée, je suis capable de rédiger plus de mails que ce que je pouvais auparavant, ou alors de le faire plus vite, et donc je vais gagner peut-être 30 minutes, 1 heure sur ma journée. Mais comment est-ce que, à l'échelle de l'entreprise, je suis capable de les réinvestir, de réinvestir ce temps gagné? Ça, c'est une question qui est à se poser, et ça fait aussi partie du succès, mais c'est pas forcément évident de le leverager. Là où par contre, quand on rentre vraiment sur la refonte d'un processus métier, en utilisant de l'IA générative, de l'agentique et en automatisant une partie de ces processus, ou tout ou partie de ces processus, ben, c'est là qu'on va pouvoir commencer à identifier des gains. Nous, ce qu'on a tendance à dire aussi, et ce sur quoi on essaie d'orienter nos clients, c'est euh, ne visez pas nécessairement les 5%, 10% de gains d'efficacité un peu marginaux, mais visez plutôt des x10 directement. Et ça, en fait, il y a certains, je dirais, sweet spots qui sont vraiment assez matures aujourd'hui. La partie code, typiquement, Ouais. et toute la génération de code aujourd'hui, les agents de coding, donc ça va être des Gemini CLI, Mmh. Claude Code. On est vraiment plutôt sur les outils CLI plutôt que Assist ou Copilot. En fait, ces outils-là modifient très profondément la manière dont les développeurs et les équipes de développement vont travailler demain. Nous, par exemple, pour vous donner une, parce que chez Sphère, on a beaucoup de développeurs, justement, c'est le métier de Sphère. Et donc, on a refondu nos 2 sites web vitrines, Sphère et WinVision. Mmh. Refonte qu'on a fait, en fait, tout le code a été produit exclusivement par des agents IA. D'accord. Ce qu'on aurait fait en quelques mois avec un budget assez important où il faut passer par une agence, etc. On l'a fait en quelques jours slash semaines. On compte à peu près 70 heures pour le site de Sphère et un petit peu plus pour le site de WeHavenVision parce qu'on refondait un peu plus la logique. Bon, bref. Euh, mais vraiment des gains phénoménaux juste sur ce petit bout de notre SI qui est peut-être le petit bout le plus simple Mais le plus visible. et le plus visible. Euh, et, euh,
Et en fait, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que aujourd'hui, l'édition de ces sites web, on les repositionne vraiment aux mains des équipes métiers. On a supprimé la couche CMS. Mhm. Et en fait, notre CMS, c'est notre terminal CLI. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les équipes marketing de Sphère ont appris à utiliser ces outils. Alors, il y a un cadre qui a été posé par des software engineers. Elles sont accompagnées aussi par un support expertise technique. Mais en fait, elles sont capables, en interagissant avec le terminal, de mettre à jour une page sur le site, de mettre à jour le contenu, etc. Et donc, on voit qu'il y a un déport aussi sur la chaîne de delivery, soit vers les équipes un peu plus en amont, produits. Donc, là, on peut considérer que les équipes marketing sont les Chief Product Officers de nos sites web. Donc, ce qui veut dire que côté produit, il faut se saisir de cet outil, il faut comprendre comment ça marche et on est capable aussi d'alimenter les équipes de développement avec beaucoup plus de features, beaucoup plus voilà, de stories, de choses à développer, entre guillemets, il faut les alimenter. Et en aval, il faut aussi accélérer sur la partie, je dirais, test et DevOps au final, pour être capable de suivre aussi le rythme de développement qui aujourd'hui est un peu le goulot d'étranglement, mais qui demain va peut-être du coup se déporter sur les deux maillons Oui, d'extrémité. on constate souvent aujourd'hui déjà dans le métier qu'il y a un déplacement des IT vers les métiers. Déjà, de base, hein. Au départ, tout était très concentré dans une DSI. Aujourd'hui, les IT bougent petit à petit vers les métiers qui deviennent autonomes et la DSI organise ça normalement. Et elle essaie de coordonner et d'organiser, mais elle voit ces IT partir dans les métiers. Ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est avec l'IA, finalement, ça va encore peut-être accélérer encore plus le mouvement d'un déplacement de l'IT vers les IT métiers, qui vont avoir une certaine autonomie, encore plus d'autonomie finalement pour créer. Et la DSI, elle va quelque part fournir peut-être les outils, des outils groupes, des outils d'IA, un cadre de chaîne de DevOps pour jusqu'à la prod, mais finalement le contenu, la réalisation, le développement sera appuyé par l'IA dans les métiers aujourd'hui directement. C'est ça que C'est un qui se mouvement passe. qu'on observe. Alors, c'est vrai qu'il ressemble un peu au mouvement Citizen Developer, low code, no code qu'on a déjà vécu. C'est une nouvelle manière de le faire. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une ère cognitive où au final, on va pouvoir interagir de manière vraiment beaucoup plus naturelle avec nos Ouais, systèmes d'information. Et donc, aller beaucoup plus loin aussi sur notre capacité à ressortir les bonnes datas, faire les modifications dans les systèmes d'information qui vont bien, sans nécessairement passer par des lignes de code complexes, mais simplement, voilà. Il y et, a eu comment dire, euh, slogan un peu English is the new hottest programming language. C'est un petit peu ça qui est en train de se passer. est-ce que c'est du coup une des causes de succès finalement? Parce qu'on se dit plusieurs choses. On se dit, bah, l'IA, tout ce qui est, on va dire, bureautique, collaboratif, c'est bien, mais on a peut-être un peu de mal à monitorer le ROI réel, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Même j'ai vu une étude où finalement, pour un manager qui réalisait des documents produits par l'IA de certaines personnes, en fait, ça lui prenait plus de temps parce que c'était très beau, mais c'était souvent assez creux. Et donc, il mettait beaucoup de temps à corriger et à peupler avec du contenu intéressant, finalement, les documents qui revenaient. Donc, c'est pas du gain de temps pour tout le monde dans l'entreprise, finalement. Pour un manager, c'est une perte de temps, en fait, l'usage de l'IA par ses équipes. C'est des choses qu'on a vues dans une étude publiée là, il y a quelques jours. Le gain, il est principalement, finalement, côté processus métier. Et en fait, une des conditions que tu nous donnes, c'est il faut que le métier prenne la main sur les outils d'IA, prenne la main sur un certain niveau d'autonomie, parce qu'il connaît très bien ses processus métiers. Et donc, si c'est lui qui prend la main là-dessus, là, on va probablement avoir des gains beaucoup plus importants. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on accompagne nos clients. Dans les facteurs clés de succès, le premier, c'est d'avoir une vraie stratégie, une stratégie qui est alignée avec les ambitions de business de l'entreprise. Le deuxième, c'est de fournir une plateforme technique. Donc, et c'est là que la DSI, elle va vraiment intervenir sur la fourniture de cet écosystème technologique. Le troisième facteur clé de succès, c'est d'accompagner les utilisateurs. Nous, on travaille beaucoup en accompagnant les utilisateurs à travers
des programmes d'ambassadeurs, des programmes de champions, par exemple, qui vont être un peu des power users, qui doivent être issus des métiers Mhm. et qui, en effet, jouent ce rôle de je comprends comment la technologie fonctionne, je sais, je sais créer, on va dire, à des premiers niveaux d'assistants, des premiers niveaux d'agents en mode totalement no code, voilà, mais j'ai compris comment ça fonctionnait, je suis accompagnée, j'ai du support là-dessus. Et les utilisateurs et vraiment tous les utilisateurs de l'entreprise, donc vraiment 100% des collaborateurs, pour euh, oui, repenser la manière dont on va travailler, repenser la manière dont les processus sont effectués pour totalement, potentiellement les modifier. Quand tu parles de plateformes techniques à mettre en place, c'est peut-être plusieurs plateformes techniques, il y a plusieurs formes que ça peut prendre. Lesquelles ça prend Oui, alors bon, sur les plateformes, nous, on distingue plusieurs éléments. Je dirais qu'il y a un premier élément qui est de l'ordre de la commodité. Et la commodité, c'est vraiment fournir à tous vos collaborateurs un chat sécurisé qui leur permet d'expérimenter. C'est un peu d'expérimenter leur interaction avec l'IA et de faire ce premier niveau d'acculturation et d'adoption qui va aussi ouvrir des perspectives, des horizons, faire comprendre à chacun le potentiel de ces technologies. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre de la commodité. Donc là-dedans, on va avoir la mise à disposition d'un chat avec des modèles, la mise à disposition de l'analyse documentaire simple avec de l'upload de documents, voilà, des choses plutôt de cet ordre-là, plutôt autour, je dirais, de la bureautique. Et après, ça va dépendre aussi évidemment des métiers. Hein. Si on a des métiers très, par exemple, très retail, avec des points de vente, etc., il faut adapter pour que ce soit aussi adapté aux collaborateurs. Donc, on va mettre en place du vocal, par exemple. Voilà, bon, on met en place ces services-là pour les collaborateurs. Et après, on va avoir plutôt ce que nous on appelle du building block. Donc je vais plutôt avoir des éléments qui vont me permettre de construire en fonction des besoins utilisateurs des réponses plus adaptées à leur cas d'usage. Et dans ces building blocks, on peut aussi très bien imaginer introduire des features qui sont des features d'éditeurs. Par exemple, je sais que Salesforce a son Agentforce, Ouais. qui peut être assez intéressant, qui est relativement customisable. Donc Agentforce peut être partie de cette plateforme. L'avantage aussi d'avoir une plateforme technique, c'est pour toute la partie monitoring, justement, tu soulevais le point, et la possibilité de mettre en place des systèmes d'observabilité. Observabilité autant sur la partie financière et le suivi des coûts que représentent ces outils-là, mais aussi observabilité, je dirais, du point de vue des performances des outils. Euh, on va avoir des enjeux sur les latences, on va avoir des enjeux sur la qualité des outputs, et c'est important d'avoir cette tour de contrôle un petit peu. Donc on va avoir à la fois de l'observabilité type un peu FinOps, mise en place d'alerting, mise en place de tous ces mécanismes qui existaient déjà sur d'autres périmètres, Ouais. mais adaptés à l'IA. On va avoir de l'observabilité, donc là on va plutôt parler de LLM Ops ou ML Ops, si on utilise plutôt des algorithmes ML traditionnels. Ouais. Ça me fait un peu rire d'utiliser ce terme-là, parce que voilà, ça a vite basculé, mais Ouais. voilà. Et puis on a aussi maintenant la partie GreenOps qui Ouais, arrive bien sûr. sur la partie suivi de l'impact Numérique environnemental, responsable, numérique bien sûr. responsable, empreinte carbone. Voilà. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à, par exemple, mettre à disposition de tous les employés une plateforme type N8N, un orchestrateur qui laisserait les employés peut-être explorer, créer, avoir un peu d'émulsion autour de ça et trouver les bons moyens d'automatiser un certain nombre de tâches dans leur... Est-ce que c'est des choses qui aujourd'hui se font
Parce que finalement, on cadre quand même. C'est peut-être les power users dont tu nous parlais qui sont à la manœuvre, en tout cas, sur ce type d'opération. Comment tu vois ça dans le... Oui, dans un premier temps, en fait, ces mécaniques-là, donc N8N, D'autres, hein, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai N8N Make, on est plutôt sur des logiques presque un peu RPA, ou en tout cas issues du monde du RPA, qui te permettent de construire des petits workflows euh, en appelant après des API, et donc d'insérer de l'IA ou de l'IA générative dans tes workflows. Il y a d'autres manières de le faire, évidemment. Nous, ce qu'on observe, c'est que, et ce qu'on, par exemple, de notre côté, chez Sphere, on a une plateforme de ce type qui est pour le coup mise à disposition de 100% des collaborateurs. On n'utilise pas Make ou N8N, mais on a la possibilité de créer des assistants ou des agents dans notre plateforme. C'est laissé à la main de tous les collaborateurs et on a un accompagnement qui est très fort, mais c'est aussi parce que par rapport à l'échelle C'est de votre cœur de l'entreprise, métier. et par rapport, voilà, par rapport à notre positionnement, notre stratégie et notre cœur de métier, c'est très important. Cette plateforme-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on la met à disposition de nos clients euh, et donc on l'a déployée chez une vingtaine de nos clients. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que ces fonctions un peu plus avancées, assistants et agents, ont plutôt intérêt, en effet, à être mises à disposition de power users qui sont, pour le coup, très conformes, qui sont très accompagnés et qui font le pont avec le reste de leurs collaborateurs. On peut identifier à travers ces power users d'autres power users dans les équipes qui peuvent du coup être réintégrés après à cette mécanique-là. Mais c'est vrai que sinon, on est plutôt dans une logique un peu produit, hein, de mettre à disposition des collaborateurs un produit qui est fini. Je veux dire, tous les collaborateurs n'ont pas non plus le temps de se Oui. poser, de créer leur propre workflow. Mais important quand même d'avoir des power users qui sont capables de le faire au cœur des métiers, avec l'accompagnement nécessaire, bien sûr, derrière. Et après, pour parfois des choses beaucoup plus complexes, il faut potentiellement réintégrer Des experts. voilà, des experts, du Bien sûr. développement, de l'expertise. Il y a bien sûr aucun sujet là-dessus. Mais pour des cas assez simples, c'est pour nous une bonne pratique de le faire de cette manière-là. Ce qu'on dit aussi, c'est que alors il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, si vos collaborateurs ou si dans l'entreprise vous utilisez des outils uniquement des outils gratuits, par exemple, je vais pas forcément aborder la partie sécurité des données. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est assez au fait de ces sujets-là. Mais par contre, il y a quand même un sujet de performance qui est que les modèles qui sont mis à disposition sur les produits gratuits sont moins performants que ceux que vous allez utiliser si vous payez un abonnement ou si vous payez à l'usage du modèle. Donc nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est aussi créer des espaces d'innovation pour vos équipes. Si elles identifient des outils à très forte valeur ajoutée pour elles, ne soyez pas pingres. Ouais, faut pas les freiner. Ne freinez pas vos équipes parce que vous pouvez avoir des gains vraiment énormes. Nous, on l'a vu pour des équipes, par exemple, du marketing. Il y a beaucoup de cas d'usage dans le marketing avec l'IA générative. Tout ce qui va être lié à l'image et notamment à de la retouche photo ou de la scénographie de photos. Moi, j'ai accompagné une équipe marketing un client de l'hôtellerie qui avait besoin en fait régulièrement de mettre à jour ses photos sur les sites web sur lesquels leurs hôtels sont mis en avant, distribués, etc. De mettre à jour avec des photos qui représentent plus la bonne saison, qui représentent plus les événements du calendrier, etc. Et en fait, jusqu'ici, cette équipe faisait appel à des photographes professionnels qui venaient faire des shootings dédiés, etc. Et en fait, il y a une partie, en tout cas aujourd'hui, de ces photos à but voilà, événementiel pour des campagnes particulières, etc., qui sont aujourd'hui retouchées exclusivement par de l'IA. Ça, le gain, voilà, on est sur des abonnements à peut-être
entre Une dizaine d'euros, 40 et quoi. Ouais. 50 euros peut-être maximum sur des choses très avancées par utilisateur par mois. Là où en fait un shooting Évidemment, est évidemment beaucoup plus cher. très clair. Donc à la fin, C'est ça aussi que je veux dire par le 10x. oui, mais on se retrouve avec des collaborateurs dans une entreprise à qui on a mis à disposition un modèle d'IA, de LLM, en tout cas sur lequel, ou de chat, sur lequel il peut choisir ses modèles et faire ce qu'il veut dessus, poser un certain nombre et l'aider dans son quotidien. Ça, on dit que ça, on a un peu de mal à monitorer l'avantage, même si on sait qu'il y a quand même un avantage. Il y a des processus métiers finalement qui sont outillés spécifiquement. Le marketing, c'est un très bon exemple puisqu'il y a des choses qui peuvent être automatisées de façon très forte dessus. Et puis un troisième bloc au milieu de tout ça, c'est toutes les offres éditeurs classiques qu'on connaît. Quand on fait un contrat avec Microsoft, avec Salesforce, avec Google, où on vient remplir finalement l'outil de couches d'IA propres finalement à l'éditeur. On sait que le marché de l'édition logicielle, c'est un marché qui est en augmentation croissante depuis des années, avec des taux de croissance qui sont incroyables. Le nouveau relais de croissance, c'est l'IA, bien entendu. Donc, j'achète du Microsoft, je vais avoir du Copilot dedans. J'achète du Salesforce, je vais avoir de la Force dedans. J'achète du SAP, je vais avoir du Joule qui va être mis dedans, etc. Donc, est-ce qu'il y a de la valeur déjà sur ces couches d'IA qui sont rajoutées? Est-ce qu'on peut s'en passer finalement? Est-ce qu'il y a des stratégies qui consistera à pouvoir s'en passer? Parce qu'à la fin, j'aurai peut-être un peu trop d'outils IA dans l'entreprise. Je ne sais pas du tout comment ma donnée va être gouvernée avec autant d'outils IA dans l'entreprise. Et finalement, est-ce que j'ai des stratégies qui pourraient me mettre, je sais pas, de concentrer, de faire peut-être du make-or-buy ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des stratégies qui existent aujourd'hui? Oui, alors beaucoup de questions dans cette question. La première sur, au final, un peu, est-ce que ça vaut le coup d'activer ou oui, d'activer des features IA chez un éditeur sur lequel ça va pas forcément être le cœur de métier. Alors, j'exclus peut-être un peu Google, pour qui c'est quand même le cœur de métier. Microsoft, ils sont sur des logiques partenariales, mais ils ont aussi un peu ils ont quand même du savoir-faire. En fait, je vais faire une réponse un peu de Normande. Ça dépend. Évidemment, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Ça peut être des stratégies à court terme très intéressantes pour, là encore, expérimenter. Je pense que de toute façon, les organisations doivent se mettre aussi dans un état d'esprit d'expérimentation. Aujourd'hui, on est au tout début quand même de cette vague. On est, je pense, loin d'avoir atteint des plateaux. Donc, il faut tester, je pense, différentes mises en œuvre possibles. Euh, et, euh, et pourquoi pas, en effet, tester à la fois des features AI chez un éditeur, je sais pas, un Agentforce de Salesforce, qui est assez customisable. Donc, il a quand même, euh, il apporte quand même des avantages, des intérêts par rapport à d'autres éditeurs qui vont pousser des produits beaucoup plus black box, un peu euh, voilà, où c'est en plus difficile d'avoir de l'observabilité, de la traçabilité sur les réponses, etc. Un Agent Force, vous pouvez y connecter par exemple votre LLM qui tourne par ailleurs sur un cloud sur lequel vous pouvez monitorer facilement l'usage. Enfin, voilà, il y a des stratégies un peu hybrides déjà D'accord. qui peuvent être intéressantes. Et alors, je pense, un point majeur, mais là on est plutôt sur du moyen long terme, c'est que on voit vraiment l'arrivée de l'agentique en force dans, dans un peu dans tout, hein. Si on le voit aussi, enfin, on peut déjà le regarder d'un point de vue usage personnel, hein. Le commerce agentique, hein, typiquement, c'est je suis sur mon chat GPT, je suis sur mon Perplexity, Ouais. je fais une recherche de donne-moi les meilleures machines à laver du marché. Alors, il peut rentrer dans une forme de dialogue pour bien comprendre quels sont vos besoins, etc. Vous proposez les machines. Et demain, vous pourrez acheter ces machines directement via ChatGPT, directement via Perplexity. ChatGPT qui a lancé son Agentic Commerce Protocol, donc vraiment un protocole dédié au commerce agentique. Perplexity qui fait un partenariat avec PayPal pour intégrer les paiements directement dans son interface.
Donc aujourd'hui, les retailers, typiquement, vont être très vite confrontés au fait qu'il va falloir qu'ils puissent proposer leurs produits, leur catalogue produits à ces acteurs aussi, à des Perplexity, à des... Donc sur cette partie-là, ce qui est en train d'arriver, c'est des protocoles. On avait des API, on a des API depuis longtemps. Et donc, on a maintenant ce qu'on appelle les MCP. Donc, c'est ces serveurs qui permettent de dialoguer, de faire dialoguer une IA avec un système d'information autre. Une base de données transactionnelle, euh, avec même un SAP, un ERP, voilà. Donc, ce qu'on peut aussi anticiper, c'est qu'au final, peut-être qu'une plateforme qui est gérée, enfin une plateforme ou une porte d'entrée un peu unique qui serait gérée par l'IT de l'entreprise, pourrait se connecter et s'interfacer directement à tout mon applicatif, tout mon écosystème IT à travers ces protocoles, à travers ces serveurs. Et en fait, au lieu du coup de devoir aller dans mon interface Salesforce pour récupérer une information sur un client, donc au lieu de devoir naviguer dans mon CRM, puis après récupérer cette donnée pour la mettre dans mon, je sais pas, HubSpot pour me faire ma campagne marketing, etc. Bon, en fait, j'ai un agent en centrale avec lequel j'interagis en mode chat, auquel je dis bah, va me récupérer toute ma base client qui est sur le segment, je sais pas, 18-24, et prépare-moi une campagne marketing qui va pour promouvoir notre nouveau produit. Donc hop, je vais chercher mes infos dans mon catalogue produit, je vais chercher mes infos dans mon CRM. Je vais après mon agent qui va venir me préparer mon texte de campagne, etc. Et une fois que je suis satisfaite de ce texte, etc., je dis ok, bah alors on est parti, je valide, on publie cette campagne et on passe après par le HubSpot, etc. Mais tout ça sans avoir à jongler entre mes différentes interfaces, entre mes différents éditeurs. Donc on rentre dans une logique qui est ni en utilisant l'IA des différente. éditeurs pour faire ça finalement. Mais là, tu attaques directement les couches du logiciel de base ou sans avoir. potentiellement, pourquoi pas aller parler aux agents qui seraient Pourquoi pas. directement mis à disposition mis à disposition par les éditeurs. Ça peut aussi être intéressant parce que bah on se simplifie aussi un peu la tâche. Mais en tout cas, il risque d'y avoir cette logique agentique qui va probablement bouleverser un certain nombre de choses. D'accord. Va se poser un moment la question des coûts en fait pour les entreprises de tous ces sujets-là, parce que je comprends de ce que j'écoute en tout cas, je comprends qu'aujourd'hui l'IA ne coûte pas, en tout cas elle n'est pas facturée le vrai prix de ce qu'elle coûte, puisque l'entraînement d'un modèle ça coûte une fortune, les data centers coûtent une fortune, les puces Nvidia coûtent une fortune. Et finalement, les abonnements qu'on paye à quelques euros, dizaines d'euros par mois, ne reflètent absolument pas le réel coût de la conception et de l'entraînement du modèle IA, énergétique également, bien sûr, le coût énergétique associé à ça. Et les modèles se renouvellent très fréquemment, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un modèle est mis en production, finalement, l'usage ne couvre pas du tout les coûts d'entraînement du modèle. Il y a un nouveau modèle qui arrive, donc en fait, on a quand même on a le sentiment que même si parfois on a l'impression que c'est cher, mais en fait c'est qu'on paye pas le vrai prix. On comprend quand même qu'on paye pas le vrai prix. Et on peut imaginer que dans quelques années, surtout quand on voit les prévisions de chiffre d'affaires qui sont données, on en parlait au début, sur les acteurs, un OpenAI ou autre, on pense que le prix va peut-être exploser finalement dans les années à venir parce que on sera accro, on travaillera uniquement avec ça, ça sera intégré dans les processus métiers jusqu'au bout. Et finalement, on sera prêt à payer un prix élevé. Oui, en fait, c'est la question du vendor lock-in vis-à-vis de l'IA, bien sûr. Alors, je pense que ce qui est assez certain, c'est que on sera obligé de s'appuyer quand même sur des vendors qui détiennent ce savoir-faire, qui détiennent cette expertise, parce que les barrières à l'entrée, comme tu disais, sur
l'entraînement d'un modèle sont clairement pas à la portée de toutes les entreprises. Nous, ce vers quoi on oriente nos clients, c'est vraiment penser une plateforme ouverte, évolutive, qui puisse absorber déjà aujourd'hui le rythme des innovations, pouvoir changer de modèle assez fréquemment. Ça, c'est une première partie de la réponse. Et aussi, pouvoir potentiellement changer de modèle en fonction des tarifs. Je pense qu'on va garder différentes gammes de modèles. On le voit déjà, il y a des gammes de modèles assez petits, les GPT-4o par exemple, les Nano chez Gemini, enfin tous ces modèles un peu nano qui permettent de faire des tâches assez simples, mais en fait au final qui permettent de faire quand même beaucoup de tâches, hein, si on réfléchit bien à la question. Donc s'orienter voilà, vers des modèles qui peuvent être un peu plus petits, un peu plus simples, qui coûtent moins cher à entraîner, les inférences coûtent moins cher, moins de latence aussi, donc qui présentent quand même un certain nombre d'avantages. Et, euh, et après, bon, on a des gammes de modèles qui sont des modèles de raisonnement beaucoup plus avancés, qui vont être là très utiles pour la partie agentique, justement. Et là, il va falloir choisir, je pense, un petit peu ses batailles et identifier. Et c'est pour ça que nous, on incite aussi nos clients à bien poser leur stratégie et leurs objectifs, leurs ambitions, parce que vous ne pourrez pas tout faire, tout attaquer. Et donc, il faut identifier les zones sur lesquelles apporte vraiment beaucoup de valeur. Euh, et donc voilà, je pense que c'est un peu un mix entre ces différentes stratégies. Aujourd'hui, sur les métriques, on a soit des modèles, voilà, des modèles économiques à l'abonnement, à l'utilisateur, soit des modèles économiques à l'usage. Et on est plutôt sur euh, la métrique, c'est plutôt le token. Donc je sais que pour les directions achats, c'est pas forcément Non, c'est dur non de, plus de limpide. prévoir, surtout. Voilà, les prévisions sont complexes et et on est voilà sur une échelle qui est pas évidente à matérialiser aussi. Donc le token, c'est plus ou moins une syllabe dans un mot, en fait. Euh, Néanmoins, c'est aujourd'hui les modèles qui sont les plus intéressants économiquement, jusqu'à un certain usage, évidemment. Donc, mais il faut quand même aujourd'hui avoir un usage très très intensif de modèles très coûteux pour se dire, OK, c'est plus intéressant de passer sur des formules d'abonnement. Mais nous, par exemple, on l'a vu chez Sphere, on a équipé nos équipes en factory. Donc, c'est des équipes qui prennent les projets de A à Z chez nous. Donc, on est sur plutôt, nous, un modèle à engagement forfaitaire. Et en fait, on a équipé des collaborateurs de factory avec des outils Claude Code, par exemple. Et en fait, on a démarré par des modèles à la requête, donc au token. Ces modèles sont coûteux et on les a tellement utilisés, ou du moins les développeurs les ont tellement utilisés, qu'en fait, on dépassait les coûts d'un abonnement. Donc, Un abonnement à l'utilisateur. à l'utilisateur. Donc, à partir de ce moment-là, on a fait, OK, on va revenir à une logique d'abonnement. Et donc, on a switché d'un paiement à l'usage à une logique d'abonnement. Ça peut aussi être une piste de réflexion. Donc, dans la possible dérive financière qu'il peut y avoir autour de ces sujets d'IA, donc le premier conseil, si je comprends bien, c'est travailler sur le besoin, mais nous, c'est ce qu'on dit côté achat tout le temps, hein, travailler le besoin, le besoin, le besoin. Hein. Donc, le besoin ici, dans le monde de l'IA, ça va concerner finalement le type de modèle qu'on va utiliser selon les tâches qu'on fait. Oui. Donc, c'est ça, hein, je vais travailler sur le besoin. Il y a des modèles moins chers, très performants, avec une meilleure latence et finalement qui remplissent peut-être 70 ou 80% des besoins voilà, des interactions, en tout cas, dans l'entreprise dessus. Et puis, dans un second temps, bien réfléchir sur finalement les métriques de commercialisation et de voir un moment où les courbes se croisent entre des abonnements aux users et puis la quantité de tokens que je peux Exactement, utiliser. oui. L'optimisation à faire de ce point de vue-là aujourd'hui. Très clair. Euh,
pour conclure, on a parlé très rapidement tout à l'heure, mais d'un enjeu du FinOps IA, qui est peut-être une nouvelle, enfin tu l'as dit, il y a plusieurs sous-ensembles par rapport à ça. Je pense que les directions informatiques, les DSI, les achats doivent créer cette nouvelle fonction finalement, peut-être un sous-ensemble des équipes FinOps Cloud qu'il peut y avoir, ou c'est un nouveau métier à part entière, on ne saurait peut-être même pas où le positionner dans la DSI, mais ce serait quoi le rôle aujourd'hui de quelqu'un qui ferait qui aurait une casquette d'un nouveau rôle type FinOps IA? C'est une très bonne question. Je pense aujourd'hui que les équipes cloud qui font du FinOps sont les plus à même de faire aussi ce FinOps sur la partie IA. En tout cas, à partir du moment où on s'appuie sur l'infrastructure cloud, évidemment. C'est vrai que j'ai pas tellement parlé des modèles on-prem, dans le sens où on peut aussi déployer un modèle on-prem. Ouais. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on est sur un métier très particulier où il faut gérer beaucoup de choses aussi du point de vue de la scalabilité, mais qui sortent même des enjeux uniquement FinOps. Mais je pense aujourd'hui qu'on est plutôt sur, oui, au final, des spécialistes FinOps Cloud qui peuvent ajouter cette casquette IA de leur côté. Maintenant, sur la partie plus LLM Ops, on va plutôt être sur des profils qui sont, à mon avis, plutôt proches des profils MLOps. Donc, plutôt casquettes qui vont croiser un peu connaissances en data science, machine learning, et maintenant LLM, des connaissances en software engineering, des connaissances en DevOps. Mais là, c'est plutôt pour la partie, je dirais, observabilité, traçabilité des réponses, performance. C'est plutôt sur ces performances des modèles. C'est La plutôt partie fine la partie FinOps. finance, je pense qu'on peut la laisser. La partie financière, je pense qu'elles peuvent aujourd'hui rester dans les mains des spécialistes du sujet. Mais peut-être par contre être formés de leur côté pour bien comprendre quelles sont les spécificités de l'IA aujourd'hui. Et le suivi permanent des évolutions, puisque Oui, c'est plutôt il n'y a ça. pas un jour qui passe sans qu'il y ait une évolution. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup Marie pour ton expertise, tes éclairages sur le marché, sur ce qui se passe, sur l'implémentation de l'IA dans les entreprises, sur le devenir. Merci beaucoup pour ta participation et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt.